Ouverture demain à Grenoble du procès de la catastrophe du Drac. En décembre 1995, 6 enfants avaient été emportés par la rivière gonflée par le lâcher d'eau d'un barrage. Sommet de Denver, Helmut Kohl et Jacques Chirac agacés par les leçons en matière de lutte contre le chômage du président américain Bill Clinton. Début demain des épreuves du bac professionnel, une filière qui connaît de plus en plus de succès et qui assure de véritables débouchés sur le marché du travail. Dans une semaine, Hong Kong redeviendra chinoise, Hong Kong dont l'architecture est en rapport avec les superstitions de tout un peuple. Madame, Monsieur, bonsoir. Demain s'ouvrira devant le tribunal correctionnel de Grenoble le procès de la catastrophe du Drac dans l'Isère. En décembre 1995, une institutrice et sa classe en excursion sont emportés par une brusque montée des eaux suite à un lâcher d'eau d'un barrage EDF situé en amont. 6 écoliers seront noyés et une accompagnatrice. Dans le box des accusés, l'institutrice qui témoigne pour la première fois, la ville de Grenoble et EDF. Benoît Gadret, Philippe Évêque. Vieko Pillinger a perdu son fils de 7 ans dans la tragédie du Drac. Depuis, cet ancien danseur d'opéra a mené sa propre enquête pour reconstituer les circonstances du drame. Le piège pour les enfants, c'était ce bras-là, qui est comme une lame. Lorsqu'on a ouvert les vannes, c'est par là, le courant, il les a fauchés. C'est inadmissible. On ne peut pas concevoir que les enfants, ils meurent à l'école. C'est insupportable. C'est donc au cours d'une classe verte que les 6 enfants de 7 ans et une accompagnatrice ont péri. Ils étaient venus voir les castors dans le lit de la rivière. Ils ont été pris par la montée des eaux. EDF venait d'ouvrir les vannes du barrage situé en amont. Sur les berges de la rivière, le danger était pourtant signalé. 18 mois plus tard, 7 prévenus comparaissent pour homicide involontaire. Il y a d'abord la directrice de l'école privée et 2 inspectrices de l'éducation nationale à qui l'on reproche de n'avoir jamais évalué le danger. Il y a ensuite l'institutrice rescapée que cet avocat d'une famille tient en grande partie responsable. L'institutrice n'a pas pris tout simplement les précautions nécessaires pour s'assurer que les conditions de cette sortie, les conditions de sécurité de cette sortie étaient bien assurées. Véronique Rostin venait pour la première fois sur les lieux. Elle dit avoir fait confiance à l'accompagnatrice qui depuis 20 ans conduisait des classes sur le site. Je me sens plus victime qu'autre chose. Mais bon, d'après les textes, c'est vrai que je suis en charge d'une classe. Je devrais m'expliquer auprès des parents. Mais en tout cas, j'étais avec les enfants dans le sinistre et pour moi, on a été prisonniers. Cela vient d'une cause tout à fait extérieure. Responsabilité extérieure, entendez celle des 3 fonctionnaires d'EDF mis en examen pour ne pas s'être assurés de l'absence de promeneurs dans le lit de la rivière. Sans compter que le lâcher d'eau effectué le jour du drame, un jour de grève, était excessif. C'est donc une chaîne de responsabilité que la justice a mise en lumière. Nous avons un besoin viscéral que la justice se prononce. D'une façon, quand nous attendrons le jugement, nous pourrions peut-être sereinement continuer notre deuil. Et de même façon, peut-être ces gens responsables, ils pourront trouver leur dignité. En janvier 1994, le toit d'un supermarché de Nice s'écroulait sur les clients et le personnel, provoquant la mort de 3 personnes et faisant 97 blessés. La plupart des victimes ont déjà été indemnisées à l'amiable et le tribunal correctionnel de Nice vient d'accorder une somme de 1,9 million de dommages et intérêts à l'une des vendeuses qui avait perdu un bras dans la catastrophe. Il s'agit de la plus importante indemnité versée à ce jour par la société Casino, propriétaire du magasin. Reportage Olivier Théron, Diane Richard. Le 26 janvier 1994, sous la dalle de béton du supermarché Casino qui vient de s'effondrer, Yolande Piras attend les secours. Dans les heures qui suivent, elle sera amputée de l'avant-bras gauche. 3 ans et demi après, Yolande Piras vit avec son handicap. Elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus assumer de vivre seule. Expertise après expertise, les tribunaux l'ont reconnue invalide à 90%. Globalement, ça me gêne pour tout. Je ne peux pas laver par terre. Je ne peux pas faire la vaisselle. Alors, tous les voisins ils m'entendent parce que ça s'échappe, ça conne, ça fait du bruit, je casse des assiettes.
Après une longue bataille juridique contre UAP, l'assureur de Casino, le tribunal correctionnel de Nice vient d'estimer à près de 2 millions de francs les dommages et intérêts que doit percevoir Yolande Piras. L'assureur avait tenté de minimiser le montant de la réparation en proposant à Yolande de porter une prothèse. La prothèse, ça n'arrange rien du tout. En plus, psychologiquement, je ne l'accepte pas. Physiquement non plus parce que j'ai mal. J'ai encore mal, c'est tout méfié. Donc, SR ici, je ne la supporterai pas. Psychologiquement, je ne veux pas, elle me fait peur. Le tribunal est allé dans le sens de Yolande Piras en mettant en avant le droit à disposer de son corps. La compensation financière est la plus importante donnée dans cette affaire. Yolande, elle, espère qu'il n'y aura pas d'appel interjeté par l'UAP parce qu'après 3 ans de bagarre pour être indemnisée, elle voudrait bien un peu se reposer. Dimanche dernier, souvenez-vous, un orage particulièrement violent s'abattait sur la commune de Saint-Martin de Bocherville, en Seine-Maritime. Tout un quartier fut pratiquement dévasté. Une semaine plus tard, les habitants continuent de remettre leurs habitations en état. Et pour éviter les curieux, le maire a décidé de limiter les entrées en ville. Vincent de Guyenne, Jacques Gérard. Au programme de la sortie dominicale, Saint-Martin de Bocherville, village sinistré. Après la vague de boue lundi dernier, c'est un flot de curieux qui a déferlé. Mais la zone touchée leur est interdite. Il faut un laissez-passer signé du maire. C'est que dès le lendemain, on avait un afflux de visiteurs qui venaient avec la caméra et le caméscope, filmer les gens dans la détresse en train de nettoyer chez eux. De plus, on avait une crainte, c'est qu'il y ait aussi des pillages et des gens qui visitent les maisons. Mais le village a aussi eu la visite de bénévoles. Les aides affluent de toute la France, argent, nourriture et vêtements. On a même eu un camion qui est venu d'à côté de Narbonne, un petit village de 800 habitants. Des volontaires qui sont arrivés hier, qui sont repartis aussitôt. Voilà qui donne du baume au cœur aux sinistrés qui sont encore à la tâche. Oh, ça va mieux, nous voilà repartis. On a eu un peu de faiblesse il y a 2 jours, mais enfin là, non, on est repartis. Repartis grâce à la solidarité des voisins et de la famille, venus aujourd'hui effacer les traces du sinistre. Ça c'est ma fille, ma petite fille, un cousin, ils ont ramené des gars qui travaillent avec eux. On était 17 à manger à midi. Les meubles et l'électroménager sont entassés dans le garage. Madame Coupès veut tout garder tant que l'expert d'assurance n'est pas repassé. Vous savez, les assurances, moi j'ai du mal à y croire qu'on sera remboursé d'un petit quelque chose. Quand on est pour payer les assurances, oui. Mais pour toucher, ce sera peut-être différent. Après le gros œuvre, voilà le nouveau souci des sinistrés. Être remboursés au mieux. Ils attendent pour cela d'être déclarés officiellement victimes de catastrophes naturelles. Gendarmerie, police et quartiers difficiles ne font pas toujours bon ménage dans les grandes agglomérations. C'est ainsi qu'à Chambéry, aujourd'hui, à l'occasion du transfert de la caserne des gendarmes dans un bâtiment situé en bordure d'un de ces quartiers dits difficiles, gendarmes et animateurs du quartier avaient décidé d'organiser une rencontre afin d'apprendre à se connaître et à se respecter. Reportage Pascal Doucet-Bon, Jean-Claude Elfassi. Le match oppose une sélection de Savoie à une équipe mixte gendarme football club des Châtaigniers, c'est le nom du quartier. La caserne est toute neuve, 105 hommes et leurs familles vont s'y installer dans quelques jours. Dans un quartier classé zone sensible, il faut donc surmonter toutes les méfiances et satisfaire tous les espoirs. Il faudrait que des rencontres comme ça, que ça se fasse encore, style dans 2 ou 3 mois. De façon que les gamins, ils courtoient bien les gendarmes dans le quartier et tout, que ça se passe bien entre eux. C'est amical, sans plus. Si après ça peut déboucher sur des trucs intéressants, ouais, mais si c'est pour tous se retrouver au cachot, ça vaut pas le coup. Tu joues quel poste? Joueur arrière latéral. Le match était une proposition du club local. Les gendarmes font le reste en laissant chacun faire doucement connaissance avec l'appareil répressif. Ce sont les maîtres chiens qui ont rencontré le plus franc succès. Dialogue et démonstration à l'appui. Oh, mais si le fait il court loin, vous lâchez le chien. On lâche le chien. Voilà, maintenant le mec, si le chien attrape le... Et voilà, il repart avec son objet dans lequel se trouve du hashish. Voilà. J'ai eu l'occasion de discuter avec des jeunes, avec des gens de tous âges du quartier, qui sont souriants, qui viennent vers nous. Les gendarmes ne feront que loger ici, le quartier relève de la compétence de la police. Il leur faut juste éviter de vivre en autarcie, de faire apparaître leur caserne comme une tour d'ivoire.
Pour la petite histoire, c'est l'équipe mixte Gendarmerie Football Club du quartier qui a gagné 4-3. Début prometteur. Le salon de l'aviation du Bourget est terminé ce soir. Il s'est terminé cet après-midi par une grande parade aérienne, démonstration des derniers prototypes avec des figures à couper le souffle. Jean-Claude Alanic, Régis Maté. Un plaisir qu'on ne peut s'offrir qu'au salon du Bourget, s'asseoir gratuitement dans le cockpit du grand frère du Mirage 2000, le Rafale. Son prix de revient, 1 milliard de francs l'unité. J'aime bien le Mirage 2000 aussi, qui est un de mes préférés. Le Mirage 2000 est un de mes préférés, mais le Rafale vaut le coup quand même. Un avion qui vaut le coup, mais qui a du mal à se vendre. Seule l'armée française en a acheté 13 exemplaires. Mais loin de ses préoccupations commerciales, ce qu'aime avant tout le public du Bourget, ce sont surtout les avions et les hélicoptères. Militaires. Ouais. Pourquoi? Ils vont plus vite, ils font plus de bruit et ils sont plus maniables, je trouve. Ouais. Ils font la guerre aussi. Ouais. Là, je viens juste pour le bonheur de les voir, mais j'essaye pas de voir plus loin, de voir que ça c'est pour la guerre, quoi. Ça, j'y pense pas trop parce que je crois qu'ils perdraient toute leur beauté. Militaire encore et russe, le Sukhoi 32, bleu pour se confondre avec le ciel et la mer. Mais c'est d'un autre Sukhoi, le 37, que viendra la seule fausse note de la journée. Train d'atterrissage bloqué. Regardez, l'avion va freiner brutalement et devra revenir d'urgence au sol. Côté civil, l'avion le plus applaudi, la 340 d'Airbus. Pour Airbus, un salon qui a été une bonne affaire. Nous avons pu annoncer 71 commandes fermes et intentions d'achat d'une valeur de 3,5 milliards de dollars. Et puis à côté des gros, il y a aussi les petits et même les tout petits qui ont eu un gros succès. C'est vraiment super, il y a beaucoup de monde qui admire tout ça et c'est vraiment super quoi. Revenons sur Terre, le bac 97, demain commencent les épreuves écrites, théoriques du baccalauréat professionnel. Une filière qui connaît un succès grandissant, 100 000 candidats cette année, un succès qui s'explique dans la mesure où les lauréats sont très recherchés sur le marché du travail. Chantal Quimerlin, Bernard Connor. Bon, ça va ou ça va pas? Tu vas ou tu vas pas? Allez, plonge. Pour Ludovic, c'est la grande plongée, l'épreuve pratique qui compte pour un tiers du bac pro. L'examinateur ne le lâche pas d'un œil. Tu devras quand même faire attention au milieu autour. Hein, là. Du point de vue sécurité, regarde ça. Tout ça, c'est des étincelles qui volent dessus. 9 heures d'examen pratique pour fabriquer la pièce exigée, une gaine d'aspiration de fumée. Tout compte, la sécurité, la propreté, le calcul des mesures sur commande numérique. Et là, c'est 175. Parfait. On va de l'informatique à la perceuse en passant par la soudure. Une quarantaine de notes sanctionnent la fabrication de la pièce métallique. Le candidat au bac pro doit démontrer sa complète autonomie en atelier. Écart des trous, 87. Ce sont des gens extrêmement recherchés par les industriels parce que comparativement au BEP, eh bien, ce sont des gens qui sont complètement autonomes sur une infinité de systèmes de production, voire des systèmes de production qui tiennent des technologies nouvelles comme vous les avez vues à l'intérieur de l'atelier. Demain matin, Ludovic quittera son bleu de travail pour plancher sur les épreuves théoriques. Français, connaissance du monde, anglais, maths et sciences physiques, tout comme les autres bacs. Ça ne fait pas peur la théorie? Non. Non, je prends ça du bon côté. Bonne chance. Merci. Et si Ludovic décroche son bac pro structure métallique, il n'aura aucun souci à se faire pour trouver du travail. Dans sa filière et dans sa région, les bacheliers sont embauchés dans les mois qui suivent à plus de 95% d'entre eux. Jacques Delors sur Europe 1, favorable à la privatisation d'Air France et à une ouverture du capital à des intérêts privés pour ce qui concerne France Télécom. Et M. Delors qui qualifie également le dernier sommet d'Amsterdam de fiasco. Madame Trottmann annonce ce soir chez nos confrères de la Première Chaîne que les familles qui ont plus de 3 enfants et un revenu mensuel de 25 000 francs ne sont pas concernées par la mise sous condition des ressources des allocations familiales. Pour la première fois également, Jean Gandois, président du patronat, juge les propositions économiques du Premier ministre Lionel Jospin. Sur RTL, il critique fermement la réduction du temps de travail. Jean Gandois. Je crois qu'il faut quand même bien voir que la réduction de la durée du travail, sans perte de salaire,
comme dirait M. de la Palisse, augmente le coût de l'heure du travail. Et que, par conséquent, elle diminue dans un pays où aujourd'hui, et notamment pour les bas salaires, le coût du travail est le plus élevé du monde après l'Allemagne et la Belgique, parce que c'est ça la situation de notre pays aujourd'hui, elle diminue la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire la possibilité pour notre pays de créer des richesses et de créer de l'emploi. Fin du sommet des 7 pays les plus industrialisés du monde, plus la Russie, à Denver, dans le Colorado. À cette occasion, le président américain Bill Clinton a voulu donner une sorte de leçon d'économie à ses partenaires européens. Allemands, Français, Italiens ont été légèrement agacés par les conseils en matière de lutte contre le chômage qu'il leur a prodigués. Cela dit, cette rencontre fut également l'occasion d'un grand show médiatique à l'américaine. Philippe Arroy, Jean Cornu. Non, les Cheyennes n'ont pas voulu perturber le sommet des 8. Nous sommes au Far West et c'était le spectacle offert par Bill Clinton à ses hôtes. Petit coup de fatigue du japonais Hashimoto, mais tout le monde était content. Boris Yeltsin avait préféré rester à son hôtel pour être en forme ce matin et rencontrer Jacques Chirac, qui lui a donné raison. Tu as eu raison hier soir de rentrer dormir ici. Tous les autres se sont assis et endormis. Un sommeil de plomb. Boris Yeltsin et surtout Bill Clinton auront été les vedettes de ce sommet. Un Bill Clinton si fier de son modèle économique américain, appréciable mais pas exportable, pense la France, d'une seule voix. Chacun voit le soleil à sa fenêtre, mais nous avons des traditions, un modèle, et nous entendons nous y tenir. Ce n'est jamais une bonne manière de combattre que de choisir de revêtir la tunique de l'adversaire. L'Amérique triomphante a aussi ses faiblesses soulignées par les autres qui ont parlé aujourd'hui pollution. 3 Américains polluent autant qu'un Européen. Il convient donc de déterminer une limite aux émanations de gaz carbonique des voitures. Bill Clinton fait la sourde oreille pour ne pas fâcher ses industriels. Ce n'est qu'un épisode dans les travaux d'un sommet sans relief où les 8 ont réussi à s'accorder comme chaque année sur l'essentiel de leurs préoccupations, tous azimuts. En direct de Denver, notre envoyé spécial Philippe Arroy. Philippe, bonsoir. Au terme de chacune de ces réunions, on se demande toujours un petit peu à quoi elles servent finalement. Bonjour d'abord, parce que nous, les midi et quart ici, écoutez, il n'y a jamais de décision spectaculaire dans ce genre de sommet. Ce sont surtout des recommandations, des orientations qui sont reprises chaque année pour faire avancer la bonne marche du monde, en quelque sorte. Cette année, il y a eu des sujets nouveaux, comme le vieillissement des populations, qui ont une conséquence sur l'emploi et la retraite. On commence à parler du dossier, on en reparlera. Et puis on a parlé aussi du clonage humain, pour dire qu'il fallait tout simplement l'interdire. Vous voyez, c'est un club où on échange des idées, où on échange des expériences, beaucoup plus que prendre des décisions spectaculaires. Alors sur le plan franco-français, finalement ce sommet était la deuxième épreuve de la cohabitation entre cette fois-ci le président et M. Strauss-Kahn. Oui, ça s'est bien passé, ils ont parlé d'une seule voix, la France parle d'une seule voix, sur des sujets qui sont généralement consensuels. On a quand même remarqué une chose, le président de la République a tenu à dire haut et fort quelle était sa doctrine en matière économique française, pour la croissance, pour la lutte contre l'emploi, pour la lutte contre les déficits, pour les réformes des structures de l'État. Et on s'est dit que c'était une manière de dire à usage interne que, même en temps de cohabitation, le président de la République avait ses propres idées et qu'il n'hésiterait pas à les dire lors des occasions qui se présenteront comme des sommets internationaux. Merci Philippe. Après ce sommet de Denver, le président Jacques Chirac assistera demain à New York à l'ouverture du 2e sommet de la Terre. Tous les pays membres des Nations Unies vont faire le bilan des actions entreprises en matière de sauvegarde de l'environnement depuis le dernier sommet de Rio, c'était il y a 5 ans. La défense de l'environnement, ce sont des grands projets, bien entendu, mais aussi le respect de la nature au quotidien. Les Américains, qui sont par ailleurs de grands pollueurs, on vient de l'entendre, ont décidé de défendre quelques-uns de leurs plus beaux sites naturels, comme le Grand Canyon, qui voit passer chaque année plus de 5 millions de visiteurs. Sur place, Philippe Gassot. À l'orée de la saison touristique, les parcs les plus courus sont bien Yosemite, Yellowstone et surtout le Grand Canyon. Ici, chaque année, 5 millions de touristes viennent admirer un site unique au monde. Et c'est bien là le danger, la masse, le nombre, des millions de pieds et des millions de pas. La moyenne de la visite n'excède pas 4 heures, c'est pourtant bien assez pour que le site soit menacé gravement.
Certains n'acceptent pas les règles, comme ne pas s'éloigner des sentiers ou respecter la nature. Tout le monde n'a pas grandi avec ces principes en tête. Si l'on fait des comparaisons, les Américains sont en général de bons élèves. Il ne s'agit pas pour le moment de limiter le nombre de visiteurs, mais bien celui des voitures. Plus question d'ouvrir de nouveaux parkings ici. On essaie, sans succès, la dissuasion par l'argent. Le prix d'entrée a augmenté de 300%. 20 $ par voiture, plus de 100 francs. On souhaite que les touristes arrivent ici à pied, à bicyclette ou par les transports en commun. Pour cela, il faut trouver le financement des millions de dollars. En attendant, les Rangers tentent de préserver ce lieu sacré pour les Indiens. Quand les gens salissent ou dérangent ce lieu ou font quelque chose qui l'abîme, c'est comme souiller une église ou une cathédrale. Avant de pouvoir investir pour le 21e siècle, on s'en tient au règlement. Rester sur les chemins. Ne rien prendre, ne rien cueillir, ne rien jeter. Les poubelles sont partout, les commodités aussi. La propreté passe par là. Le nombre de campeurs est limité, les permis obligatoires, les listes d'attente sont longues, plusieurs mois, et c'est accepté. Vous atteignez la liberté quand vous descendez. Et là, la beauté est telle qu'elle vous fait oublier toutes les contraintes que vous pouvez trouver. Pour protéger les parcs naturels de leur affluence grandissante, donc de leur succès, il y a l'éducation, la persuasion, mais aussi le fait que le prix du mouchoir en papier s'est envolé. Il peut vous en coûter de 50 à 5 000 $ si vous le jetez dans un buisson. Nouvelle incertitude à propos du sort du dictateur cambodgien Pol Pot. Hier, on le disait, arrêté. Aujourd'hui, le gouvernement cambodgien diffuse simultanément deux informations, l'une annonçant sa mort, l'autre qu'il est bien capturé, mais en très mauvais état de santé. Scandale politique à Moscou. Le Premier ministre russe a suspendu son ministre de la Justice, Valentin Kovalev, filmé en plein débat amoureux dans une cabine de sauna d'une boîte de nuit à Moscou. Le journal qui a publié les photos tirées de cette cassette affirme que le document a été découvert dans le coffre-fort d'un banquier, lui-même arrêté en avril dernier pour détournement de fonds. Le ministre accusé clame son innocence et parle d'un montage pour le discréditer. Moscou, Dominique Derda. Il se trouvait à l'étranger quand le scandale a éclaté. Rappelé de toute urgence à Moscou, Valentin Kovalyov vient de demander à Boris Yeltsin d'être suspendu provisoirement de ses fonctions. Non pas parce qu'il reconnaît les faits, mais parce qu'il place le prestige du président et du gouvernement au-dessus de tout, selon le communiqué du ministère de la Justice. L'affaire débute vendredi par la publication à la une du journal Top Secret d'un article intitulé « Le ministre est nu ». Les photos qui l'illustrent sont tirées d'une bande vidéo qui, dès le lendemain, est diffusée à la télévision. Ces images datent de septembre 1995, 9 mois après sa nomination au poste de ministre de la Justice. Valentin Kovalyov est en compagnie de plusieurs jeunes femmes très légèrement vêtues. La scène se passe dans un sauna de la banlieue de Moscou, connu pour être l'un des lieux de rendez-vous de l'une des plus puissantes mafias de la capitale. Et dire qu'en juin de la même année, Kovalyov faisait de la lutte contre le crime organisé sa priorité numéro 1. La criminalité et la corruption ont pris de telles proportions dans ce pays qu'elles mettent en péril la sécurité nationale. La cassette, retrouvée on ne sait comment dans le coffre d'un banquier véreux arrêté en avril dernier pour avoir détourné 7 millions de dollars, cette cassette dure encore de longues minutes. Kovalyov et ses jeunes compagnes ont quitté le salon pour se retrouver dans le jacuzzi. Cette fois, le ministre est bien nu. Larissa Kislinskaya est l'une des plus grandes spécialistes russes de la mafia. C'est elle qui s'est procuré le document sans donner plus de précision sur son origine. Il va dans un sauna de la mafia avec des filles qui travaillent pour la mafia. Et si ce qu'on voit là ne montre que des gens qui barbotent gentiment dans l'eau, je vous signale quand même qu'ensuite ils se mettent tous à faire l'amour ensemble. Il ne s'agit pas d'atteinte à sa vie privée, car cet homme est bien le ministre de la Justice et non un quelconque citoyen ordinaire. Contre vents et marées, l'avocat de Kovalyov maintient qu'il ne peut s'agir que d'un montage grossier, une mise en scène pour discréditer un honnête homme qui lavera bien vite son honneur. Mais il y a fort à parier que Boris Yeltsin ne lui en laissera pas le temps. Il rentre demain de Denver où l'un des thèmes de discussion était justement la lutte contre le crime organisé. À une semaine de la rétrocession de la colonie britannique de Hong Kong à la Chine, que nous couvrirons en direct sur France 2, le dernier gouverneur anglais vient d'apprendre que son successeur n'habitera pas sa résidence officielle pour des raisons qui ont trait à la superstition dont la mystique chinoise est totalement imprégnée. Isabelle Bechler, Tristan Lebras, reportage. La maison semble cossue, privilégiée à cause du jardin.
Mais les Chinois lui attribuent une espèce de malédiction. Selon la géomancie traditionnelle, elle serait néfaste à ses occupants. Pourtant, le gouverneur britannique sortant s'est plutôt bien accommodé du mauvais feng shui des lieux. C'est la Banque de Chine qui, paraît-il, nuit à cette maison, à cause de l'arête de sa tour qui nous menace comme une lame. C'est pour contrecarrer cela qu'on a planté des arbres au fond du jardin. Un des experts de Feng Shui qui est venu examiner la maison nous a dit que tout irait bien si on ôtait ce toit pour le remplacer par une coupole dorée. Deux victimes de cette mauvaise géomancie auraient été Whisky et Soda, les chiens du gouverneur, dont l'un a été perdu et l'autre empoisonné par malveillance. Ils aboient très fort. L'alerte cardiaque du gouverneur et l'accident d'une de ses filles sont aussi attribués par la rumeur à la mauvaise géomancie des lieux. C'est décidé, le futur gouverneur chinois n'habitera pas la maison. La géomancie consiste à étudier l'eau, le vent, la terre et leurs influences supposées sur un bâtiment et ses habitants. Pratiques religieuses et superstitions s'y sont agrégées. Ceci est une boussole chinoise. Elle nous permet de calculer l'orientation précise de chaque bâtiment. On peut alors dire aux clients qui nous consultent l'effet que cela produit dans chaque pièce. Certaines orientations provoquent le cancer, la faillite ou des choses comme ça. Surtout dans des immeubles qui font face au nord et qui sont orientés sud-est. Ou l'inverse. Voilà pourquoi il a été nécessaire de percer un trou dans la façade de cet immeuble d'habitation de Repulse Bay pour laisser passer le dragon qui sommeille dans la montagne. Tout le Hong Kong riche a été construit selon les règles du Feng Shui, malgré un terrain hyper accidenté. Hommes d'affaires, politiques, particuliers, tous dépensent des fortunes pour que leurs bâtiments ou leurs bureaux soient indemnes de mauvaises influences, pour que les affaires et la santé soient au beau fixe. Mais l'histoire ne dit pas si les quartiers populaires bénéficient d'un bon Feng Shui avec tous ces dragons volants au-dessus de la tête. Le sport, Coupe d'Europe des Nations d'athlétisme à Munich en Allemagne, en l'absence de Marie-Jo Pérec, blessée, c'est la Française Christine Aron qui a remporté le 200 mètres dames. C'est d'ailleurs le seul membre de la délégation française qui ait remporté une épreuve au cours de cette compétition en Allemagne. Victoire de Christine Aron donc dans le 200 mètres, large victoire. Le triathlon est une épreuve particulièrement redoutée et redoutable, natation, course à pied, cyclisme. Et celui qui s'est déroulé aujourd'hui dans la région de Grenoble est un des plus durs. 35 heures d'efforts ininterrompus pour le concurrent arrivé en tête. Reportage à Christelle Bertrand, Patrice Schumacher. Il y en a certains ce week-end qui ont choisi de déplacer les montagnes. Alors, ils sont allés près de Grenoble pour relever le 10e défi mondial de l'endurance. 48 athlètes vont enchaîner 11 km 400 à la nage, 540 km à vélo et 126 km 600 en course à pied. Un triathlon géant qui commence dans un petit bassin de 25 mètres pour 456 allers-retours, sans oublier de prendre des forces. Chaque concurrent a son petit secret pour tenir le coup. Le chronomètre, lui, ne s'arrête jamais, même pour les plus âgés. J'ai 50 ans, 51 ans en 15 jours. Je peux vous dire que c'est une belle aventure, surtout des jeunes comme ça. À chaque kilomètre, ces forçats de l'effort repoussent les limites de la résistance physique. Certains ne vont pas se reposer du tout, d'autres préfèrent s'arrêter un peu pour récupérer. Alors, rien de tel qu'un petit massage pour décontracter les muscles éprouvés. Le rêve d'arrivée se poursuit en dormant avant de repartir vers le cauchemar les yeux ouverts. 15 concurrents ont finalement jeté l'éponge. Le plus difficile est de bien gérer son effort, surtout pendant le triple marathon. Après 35 heures et 36 minutes de course, c'est un Savoyard de 40 ans qui a été le plus rapide pour déplacer la montagne. C'est la plus belle course, monsieur, je suis heureux. Je suis heureux, c'est bon. Pour rendre les choses un petit peu plus difficiles, la pluie est venue s'en mêler la deuxième nuit. La première femme est allemande, sa victoire est copieusement arrosée. Plus tard, beaucoup plus tard, la dernière concurrente franchit la ligne d'arrivée, 16 heures la séparent du premier. Qu'importe, le principal c'est de terminer et de s'arrêter. La France fêtait hier soir la musique, une fête qui s'est exportée dans le monde entier jusqu'à Pékin, à l'initiative de la communauté française d'ailleurs, dans un pays où, il faut le savoir, le rock reste encore une musique interdite en public. Reportage Isabelle Béchler, Tristan Lebras.
Quand la France célèbre la fête de la musique à Pékin, c'est sur invitation. Invitation à la liberté derrière les grilles du lycée français. Invitation à un type de plaisir que le régime chinois réprouve. Le groupe punk chinois Les Gardiens du Champ de Blé ne joue d'habitude que dans les bars. Nos concerts en Chine, ils ne sont jamais en plein air. C'est dans des petits bars. À l'ambassade de France, c'est vachement mieux. On voit rarement des grands concerts comme ça à Pékin. C'est toujours des plus petits trucs. Révélation de la soirée, le funk du groupe français FFF et son look pas très orthodoxe pour la Chine. J'adore. Quel tempérament. Ils sont très beaux et vraiment très virils. Je trouve que c'est pas encore assez délire. Faudrait faire ça carrément dans la rue. Malheureusement, on a fait 8 heures d'avion et qu'ici, on n'est pas en Chine. On est vachement déçus, c'est incroyable. On est en France. Ouais, mais il faut savoir que le but de l'opération, c'est quand même d'arriver à jouer en dehors de l'ambassade un jour quand même, quoi. Faire des concerts devant les gens et que ça soit normal et que ça paraisse pas extraterrestre, un concert de rock dans ce pays. Le voilà, le fameux... c'est Frutienne qui est en train de jouer là-bas. D'ailleurs, on va y aller. Sui Tian, c'est la rockstar chinoise. Interdit de concert public à Pékin depuis 89, condamné à jouer dans de petits clubs privés, ce soir, il a retrouvé un peu de son public pékinois. Dans un tout autre genre, le célèbre opéra de Charles Gounod, Mireille, tiré de l'œuvre de Frédéric Mistral, vient d'être repris à l'Opéra de Marseille, à 2 pas de son décor naturel, la Provence. Reportage Bruno Albin, Maryse Richard. Mireille, c'est d'abord le poème provençal de Frédéric Mistral, l'histoire de l'amour impossible d'une jeune fille et d'un vannier. Mais Mireille, c'est aussi un chant d'amour à la Provence des bords du Rhône, avec ses paysages infinis et ses chevaux. C'est la fraîcheur de l'héroïne amoureuse qui a enchanté Léontine Avadouva lorsqu'on lui a proposé le rôle. Mireille a la naïveté des jeunes filles de 15 ans et leur droiture. Mireille croisera les ombres noires de la Camargue et aussi la rudesse des hommes du terroir. Son destin sera tragique. C'est ainsi que grandissent les légendes. En Provence, Mireille en est une. O Sancte Mario que fudes en flur, cagna, canja nosti plur, plinas laurio. Léontine Avadouva s'est attardée à l'église des Gardiens au Sainte-Marie de la Mer, musique en tête. Cette partition est tellement imprégnée par le folklore provençal. Je suis ravie parce que je retrouve un petit peu le folklore roumain, puisque mon pays d'origine c'est la Roumanie et que j'ai grandi dans le folklore et je me sens plus proche de ce personnage que de tout ce que j'ai chanté jusqu'à maintenant. Il y avait 16 ans que Mireille n'avait pas été chantée à l'opéra. Léontine Avadouva lui rend vie et c'est magnifique. Voilà, dans quelques instants, la météo avec Isabelle Martinet. Ensuite, le film du soir. Dernier journal, Véronique Tavot. Demain, 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.